femmes. Alors du coup, moi je suis là aujourd'hui pour vous présenter les études d'orthophonie et puis l'orthophonie après en général, comme ça si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. N'hésitez pas à m'interrompre, vraiment, il n'y a aucun souci, je répondrai à toutes vos questions. Donc je vais commencer par me présenter, puis vous présenterez après aussi. Moi je m'appelle Romane, donc j'ai eu mon bac ES encore à l'époque en 2020, donc il y a 4 ans. Quand je suis rentrée en orthophonie, c'était la première année où c'était sur Parcoursup. Avant, il y avait des concours, puis des oraux, et les concours ont été arrêtés. Et après, c'est devenu du coup sur Parcoursup. Mais je n'ai quand même pas passé d'oral et d'oraux en général parce qu'il y avait le Covid. Donc les oraux ont été annulés. Donc je pourrais vous aiguiller un peu là-dessus si jamais ça vous intéresse, mais ce sera plus, je vous donnerai plus des endroits où aller vous renseigner plutôt que de vous apporter mon témoignage vu que j'ai pas eu l'occasion de les passer. Et donc j'ai été prise, j'étais en liste d'attente partout, j'avais mis pratiquement tous les regroupements possibles, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Et j'ai été prise à Tours, donc dans le centre Val-de-Loire, voilà, en 2020. Donc je suis rentrée en 2020, voilà. Et du coup, je suis en 4e année maintenant. Et je vous expliquerai, donc je suis dans mon avant-dernière année, il me reste 1 an et demi, même pas. Donc ça va passer vite. Et puis voilà. Si vous voulez vous présenter, je vais vous demander votre prénom, votre classe, et si vous êtes plus là pour tout ce qui est les études ou la formation, ou si vous êtes là pour avoir plus des billes sur l'orthophonie, savoir un peu ce que c'est. Voilà. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Tu veux commencer? Oui. Vas-y. Je m'appelle Alexia et je suis en seconde. Et c'est plus pour savoir vraiment le métier, comment ça marche. Ouais. Ok, très bien. Okay. Moi je m'appelle Lucie, je suis en terminale. Et donc j'ai déjà vu plusieurs orthophonistes. C'était un peu pour avoir d'autres avis, quoi. Trop bien. Moi je m'appelle Agathe, je suis en terminale. Et c'était pour voir un peu plus ce que c'était le métier, etc. Okay. Moi je m'appelle Malone, je suis en première et je voulais savoir les études qu'il fallait faire. Ok. Et moi je m'appelle Anaïs, je suis en terminale et pareil c'est pour les études. Et j'ai des contacts avec des étudiantes, des orthophonistes et je suis inscrite sur un système de marrainage. Ah ouais, oui je vois à peu près. Ouais, c'est bien, bah super. Ok, et c'est parti. Du coup, au début, je vais vous parler des études et après on parlera de l'orthophonie. Donc je vais vous parler des CFIO, je vous expliquerai un peu ce que c'est après, de la formation, des stages et après tout ce qui est Parcoursup, oral, tout ça, voilà. Donc en premier, CFIO, ça veut dire Centre de formation universitaire en orthophonie. Donc il y en a 22 en France, il y en a un même depuis 2022 à Pointe-à-Pitre, donc c'est super, ils sont 15, c'est génial. On les voit pas souvent en événement du coup, vu que c'est un peu loin, mais c'est quand même super cool de pouvoir en avoir là-bas. Il y a 10 regroupements, je sais pas si je pourrais vous les... Il me semble, alors je sais que déjà c'est là où je fais mes études, comme ça vous savez. Clermont-Lyon, ils sont ensemble. Tours, ils sont tout seuls maintenant. Là, il y a Nantes, Rennes et Brest qui sont ensemble. Paris, ils sont tout seuls. Je pense qu'eux, ils sont à 3. Eux, ils sont à 3 et Toulouse, ils sont tout seuls. Voilà, donc ça fait à peu près 10. Et je pense que Pointe-à-Pitre, ils sont tout seuls aussi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui. Bon, je vous parlerai de ça après, ok. Le compte Instagram Fnéo Orientation que je vous ai mis ici, c'est le compte spécial pour l'orientation, donc pour les lycéens, lycéennes ou pour les personnes qui veulent entrer en orthophonie, de la FNEO, donc qui est la Fédération nationale des étudiants en orthophonie. C'est notre association nationale qui s'occupe un peu de tout ce qui touche à notre formation et puis du coup à ceux qui veulent y entrer. Donc vous y trouverez plein de posts sur ce compte Instagram, c'est vraiment hyper complet et notamment il y a tous les centres de formation qui se sont présentés avec la ville du coup où ils sont, le nombre d'étudiants, le nom de l'asso local pour pouvoir si jamais vous avez besoin de contact. Il y a aussi l'ambiance dans le CF, plein de choses, plein d'informations, c'est vraiment hyper complet. Et ça pourra vous servir notamment pour les oraux, pour savoir un peu où vous allez si jamais vous faites des oraux. Et puis même pour en savoir plus un peu comment ça se fonctionne dans un CF aussi, ça peut être sympa. Voilà. Voilà.
Au niveau du nombre d'étudiants par CF, il n'y a pas le même nombre en fonction de la ville. Nous, à Tours, on est 50 par promo, donc c'est une promo quand même assez grande. Par exemple, à Clermont, ils sont 25, Limoges aussi, à Rouen aussi, il me semble. Et les plus gros CF, ça va être ceux de Paris et de Lyon. Paris, ils sont 120 et Lyon 100. Donc il faut savoir que du coup, c'est une ambiance de promo qui change quand même. Nous, on arrive à plus tous se connaître. Je sais que, de parce que j'ai entendu des étudiantes de Paris ou de Lyon, c'est quand même... les personnes se connaissent moins et il y a moins une ambiance classe, quoi. C'est plus fac que ce qu'il peut y avoir dans d'autres CF. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Non, c'est bon. Ok. Ensuite, on va passer à la formation, donc plus au niveau universitaire. C'est en 5 ans, les études. Donc, c'est un grade master. C'est pas 100%, enfin, c'est pas un master, parce qu'on n'a pas une licence et ensuite un master. C'est-à-dire qu'on a 5 ans de formation et à la suite, on aura un certificat de capacité en orthophonie. Donc, c'est notre diplôme qui nous permet d'exercer, mais on n'a pas un master en orthophonie. Voilà. Ça change surtout après au niveau de la profession parce qu'on ne sera pas payé comme des masters. On est encore payé en bac plus 3. Donc bon, voilà, ça c'est une petite chose à savoir pour l'orthophonie, c'est important. Les études, c'est du coup en 10 semestres, c'est réparti en 10 semestres, donc 2 par an. Les semestres, ils vont de septembre à décembre pour le premier et pour le deuxième de janvier à peu près mi-mai. Voilà, donc c'est assez court. Ça va rendre un peu la formation un peu dense, mais c'est faisable. Et on va avoir aussi une semaine de partiel du coup à chaque fin de semestre pour évaluer les unités d'enseignement. Donc c'est ce que je vous ai mis au-dessus. C'est toutes les matières que vous allez avoir dans le semestre et elles changent tous les semestres. Je vous en ai mis un exemple juste après. Et l'avantage de CESUE, c'est que maintenant on fait partie du système universitaire. Donc CESUE, elle nous apporte des crédits qu'on peut faire valoir si jamais on change de formation ou on fait une autre formation universitaire. Ou à l'inverse, j'en parlerai tout à l'heure, si on fait une autre formation universitaire avant, on pourra faire valoir les crédits qu'on a eus en disant moi j'ai fait ça, 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 peut-être que je ne ferai pas cette UE-là parce que j'ai déjà fait en fonction des compétences et des connaissances. Voilà. Donc je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Les examens, ça dépend des centres de formation au niveau des exigences. C'est les profs qui font, enfin les enseignants qui font les examens, les partiels. C'est sur table, il y a un peu des oraux au début, surtout on vous verra après en sciences de l'éducation, en tout cas à Tours. Mais c'est beaucoup de l'examen sur table du coup pendant une semaine. Et puis voilà, les exigences, ça change beaucoup. Oui, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les examens. Vous aurez le temps de voir venir. Donc ça, c'est un exemple de ce qui se passe en première année, donc les UE de première année. Donc là, on peut voir au semestre 1, c'est pour Tours parce qu'on a une maquette de formation pour tous les centres de formation. Mais étant donné que la maquette est très très dense, les centres de formation sont obligés de s'adapter beaucoup. Et donc en fonction, du coup, en fonction des centres de formation, il y a quand même des disparités. Et voilà. Donc moi, je vous présente pour Tours, en tout cas pour cette année. Donc il va y avoir beaucoup de choses, surtout en première année, très différentes. Donc là, on va avoir des sciences du langage, de la psychologie générale, des sciences de l'éducation, des sciences de la société, de la biologie, des neurosciences, l'étude de l'audition, l'historique de la profession et une langue. C'est l'anglais, ça sera un semestre par an pendant les 3 premières années. Après en 4e année, 5e année, on n'en a plus, heureusement. Parce que c'est pas hyper intéressant, mais c'est pas grave. Et le semestre 2, donc sciences du langage encore, psychologie sociale, neurosciences, phonation, déglutition, articulation, pédiatrie, physique générale acoustique, imagerie, infectiologie, santé publique. Comme vous pouvez le constater, c'est très peu en lien avec l'orthophonie. C'est beaucoup de bases, notamment en première année, en 2e année, théorique. C'est très théorique, c'est plutôt dense. Je ne vais pas vous mentir, c'est plutôt dense. On a un peu de lien avec l'orthophonie, notamment avec tout ce qui est phonation, déglutition, articulation. Mais sinon, c'est quand même encore un peu éloigné. Mais c'est des bases qu'on va avoir en sciences du langage, en psychologie, en bio et en neurosciences, même en audition,
qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux les cours après qui vont suivre dans les années suivantes. Et c'est des bases quand même, voilà, même si on a tendance à oublier, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Est-ce que vous avez des questions sur ces matières-là? Ouais. T'avais combien d'heures de cours? Alors, on était pendant le Covid, donc on était en confinement, mais la première année, on a beaucoup d'heures de cours. Je pense qu'on avait une 30aine d'heures de cours par semaine. Le plus que j'ai eu, c'était une semaine en deuxième année avec 40 heures. C'est beaucoup, trop. Mais oui, c'est, je dirais, une 30aine d'heures. C'est des journées complètes quand même, surtout en première année parce que là, on a deux types de cours. Il y a les CM, donc les cours magistraux, où c'est en classe entière, et les TD, donc oui, travaux pratiques, voilà. C'est pas vraiment pratique, je sais plus ce que c'est, mais bon, bref. Et c'est en demi-groupe. Et donc là, c'est plus... c'est pas du cours magistral en fait, ils essayent de faire plus interactif, plus en lien avec la pratique. Et il y en a peu en première année, donc c'est beaucoup de cours magistral, donc c'est très dense. Nous en quatrième année, là on a beaucoup de TD, donc on a plus de trous parce qu'il y a des demi-groupes et donc du coup c'est beaucoup plus light, oui et non, parce que du coup on a d'autres choses à faire à côté, mais au niveau des cours c'est un peu plus light. La première année c'est un peu dense, surtout que c'est des choses nouvelles, beaucoup, qu'on ne voit pas forcément au lycée. Après, il faut prendre le pli et vous n'êtes pas tout seul aussi, vous êtes tous au même niveau, même s'il y a des reconversions, il n'y a aucun souci, ça se fait. Donc voilà. Vous avez d'autres questions? Okay. Allez, on continue alors. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non. Au niveau des stages, parce que c'est ce qui permet aussi de prendre une bouffée d'air frais pendant les cours très théoriques et de ramener un peu à la pratique. En première année, on a 3 semaines en école. Par exemple, là à Tours, les premières années, ils ont 2 semaines après les vacances. Là. Donc nous, on a notre semaine de vacances cette semaine. Et après, ils auront une autre semaine en mai à peu près. Voilà. En deuxième année, il y a 1 semaine en EHPAD, 2 semaines en crèche, 1 semaine en structure de soins, par exemple IME, et 1 semaine chez un ou une orthophoniste. Donc le premier stage en orthophonie, il est en deuxième année. Et je viens de me rendre compte qu'on a aussi 1 semaine où on va aller dans un service hospitalier, peu importe lequel. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de stages avec des orthophonistes au début parce que vraiment le but c'est d'observer un petit peu le public qu'on va pouvoir rencontrer dans notre futur métier et aussi les lieux d'exercice qu'on peut avoir parce qu'ils sont très variés. Donc c'est hyper important de pouvoir un peu voir tout et puis se familiariser plus avec le public. Donc c'est beaucoup d'observations et ça reste quand même très intéressant. Le stage en crèche est un peu long, 2 semaines, parce qu'on peut pas, vu qu'on n'est pas formé, on peut pas être en contact avec les bébés. Donc c'est un peu long. Mais ça tend à changer, je vais vous expliquer juste après. Je vais vous expliquer maintenant en fait, sauf si vous avez des questions sur les stages. Voilà. La formation, elle est très très dense. Elle a été mise en place en 2013, c'est passé à 5 ans en 2013. Donc les premières promos sont sorties en 2018, où elles avaient vraiment fait 5 ans. Les premières orthophonistes, 5 ans, c'était en 2018. Et ils se sont rendus compte que c'était très 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 dense, et c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la maquette, parce que sinon, on serait à 70 heures de cours par semaine. Enfin, 70 heures de travail par semaine, ce qui est énorme en comptant le travail individuel, tout ça. Donc là, notre asso nationale, ils sont en train de faire une réforme avec le ministère de la maquette pour qu'elle soit allégée et qu'elle soit plus en lien avec la pratique, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, en première année, c'est quand même très éloigné et ça manque un peu. Donc on est en train de travailler là-dessus pour alléger cette maquette. Et normalement, ça devrait être mis en place à la rentrée 2025. Donc ce que je vous raconte là sur les études, la rentrée 2024, là en septembre, ça sera la dernière. Donc potentiellement, si vous êtes en première seconde, vous aurez une maquette qui sera différente de ce que je viens de vous présenter, probablement plus légère et plus tranquille et plus faisable. Et voilà, parce qu'ils se sont rendus compte, notamment par des enquêtes de santé mentale en orthophonie, que c'était déplorable et que voilà, c'était vraiment pas OK du tout. Donc c'est bien, ça bouge. On a pu enfin voir le ministère et on peut avancer, donc c'est hyper cool. Mais voilà, c'est ce que je vous dis, ça va être valable encore 1 an et puis après, normalement, voilà.
Ça va pas changer au niveau de... On va pas remettre à 4 ans, on va pas changer vraiment au niveau universitaire, mais c'est plus le contenu, essayer d'être plus précis dans ce qu'on demande aux enseignants, parce qu'on a beaucoup de médecins qui viennent nous faire cours, beaucoup d'orthophonistes, et les médecins, ils ont tendance à pas faire de lien avec l'orthophonie. Donc si on leur dit, bah écoutez, on aimerait bien que vous fassiez ça, 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 dans le contenu plus précisément, ça sera plus facile pour eux. Et pour nous, ça sera mieux parce que apprendre en pharmacologie, tous les médicaments, comment ils sont, enfin, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc voilà. Ok, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va passer à tout ce qui est Parcoursup et oraux. Je vous ai fait une petite frise très vite fait sur comment ça fonctionne. Donc vous allez faire vos vœux sur Parcoursup. Je crois que vous avez jusqu'au 14 mars. Non, c'est ça. Pour faire vos vœux, c'est 80 € par regroupement. Je sais pas si c'est toujours ça. Si, c'est toujours ça, ouais. Donc voilà, il y a un coût quand même. Ensuite, vous allez être sélectionné ou pas pour les oraux. Donc là, il n'y a pas de liste d'attente. Ensuite, il va y avoir les oraux. Donc c'est, je vous dirai tout à l'heure, un oral par regroupement. Et ensuite, vous allez être sélectionné pour entrer dans la formation. Et là, il va y avoir la liste d'attente. Voilà, donc soit vous êtes pris, soit c'est en liste d'attente, soit il y a le nom. Voilà. Une question. Ouais. Par rapport à Parcoursup et les regroupements, j'ai vu qu'on pouvait faire qu'une lettre de motivation Oui. pour un regroupement. Ouais. Un regroupement, du coup, on fait comment pour s'adresser à l'école, genre les 3 vont les recevoir? Le principe de regroupement, c'est qu'en fait, c'est plus pratique de recruter les étudiants. Normalement, ils se sont vus pour avoir les mêmes critères. Donc en fait, si tu t'adresses pas forcément à la ville et au CF en particulier, c'est pas grave, parce que justement, ils ont normalement les mêmes critères. Par exemple, Tours, à la base, ils étaient avec Brest, Nantes et Rennes, donc il n'y a pas de souci là-dessus, parce que c'est fait exprès, donc voilà, c'est plus simple pour eux. Puis c'est aussi moins cher, parce que si on faisait CF par CF, comme à l'époque, ça serait un peu cher. Quand il y avait les concours, c'était ça, donc bon. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ouais. T'avais combien de moyenne à peu près en termes? J'avais combien de moyenne? Je me rappelle plus. Je sais pas, j'étais à 16, je crois. J'avais eu 16,5 au bac, sans le passer, parce que j'ai pas passé le bac. Je me rappelle, je l'ai eu. Voilà. Donc après, la moyenne, ça a tendance à de moins en moins compter en orthophonie, parce que tous les ans, la FNEO, donc notre association nationale, elle organise des synthèses des premières années, où ils demandent les moyennes ce que vous avez, enfin la mention que vous avez eue au bac, d'où vous venez, si vous êtes bac, et en fait, si vous êtes post-bac, et on se rend compte vraiment qu'au fur et à mesure des années, il y a de moins en moins cette exigence de la mention très bien, la mention bien. On a des mentions assez bien, on a des sans mention. Donc vraiment, ce qui est important, c'est que vous soyez qui vous êtes quand vous entrez en orthophonie et que vous fassiez ce qui vous plaît. Et c'est ce que je vais vous dire juste après pour, par exemple, le projet motivé. Vraiment, ce qu'ils cherchent, c'est pas des gens qui entrent parfaitement dans le moule, comme ils pouvaient faire avant avec les concours, parce que pour les concours, c'est ce qu'il fallait faire, fallait charbonner et puis il fallait rentrer dans le moule. Maintenant, beaucoup moins, je trouve, notamment grâce aux oraux, puisque vraiment, vous arrivez avec votre personnalité, avec ce que vous faites, vos notes. Moi, j'ai eu une maître de stage qui a eu des notes, qui a passé son bac 2 fois, qui a eu des notes pas ouf après en orthophonie tout du long. Elle a eu son mémoire avec mention très bien. Donc c'est vraiment pas le plus important. Ça l'a été, moi je suis dans une promo de mention très bien, c'est pas la meilleure ambiance. Mais vraiment, ça a tendance à aller beaucoup mieux là-dessus. Et donc pas de souci pour les moyennes. Vraiment, vous soyez qui vous êtes, vraiment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Par rapport aux oraux, il faut s'entraîner, il faut faire quelque chose. On va en parler juste après, t'inquiète pas. Mais oui, vas-y. Une question, tu avais mis combien de regroupements sur Parcoursup? J'avais mis 1000 max. J'avais mis le max, je sais plus exactement combien. Je crois que j'avais mis... je sais plus combien on avait le droit, mais j'avais mis le maximum. Okay. Je sais qu'il y en a qui avaient mis juste un seul. Ils avaient mis juste Lyon, Clermont, ils ont été pris. Donc tant mieux, mais moi c'est vrai que vu que je voulais vraiment faire ça, j'ai mis le maximum possible. Okay. Voilà. Ça c'est... Okay. Donc au niveau de Parcoursup, donc c'est ce que j'ai dit juste là, mettre le plus de regroupements possible si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Parce que déjà vous avez plus de chance, et puis même si ça a tendance à s'estomper, il y a quand même encore
des CF qui ont plus ou moins des profils scientifiques que d'autres, donc ils vont pas chercher exactement les mêmes étudiants. Mais ça, pareil, on espère que ça va s'estomper parce que c'est pas, tout le monde n'a pas les mêmes chances, donc c'est un peu compliqué. Au niveau du coup du projet motivé, le but c'est de se mettre en avant avec peu de mots, parce que je crois que vous en avez 1500, donc c'est pas beaucoup. Donc vraiment montrer ses passions, ses compétences et sa motivation. Il n'y a pas de phrase type à mettre particulièrement parce que encore une fois ils ne cherchent pas des gens vraiment qui rentrent dans le moule non plus, c'est pas intéressant. Si par exemple ils vous voient après en euros, qu'ils se rendent compte qu'à la suite ils ont les mêmes profils qui arrivent, après ça va pas être hyper intéressant pour eux. Et puis sachant que l'orthophonie il y a un champ de compétences qui est hyper large, il y a aussi besoin de profils qui sont aussi hyper variés pour pouvoir faire avancer la profession et puis même pour être orthophoniste. Et puis pareil, la seule chose qui est vraiment importante, mais je pense que c'est pareil partout, mais d'autant plus en orthophonie, c'est qu'il faut que le niveau de langue et que l'orthographe il soit plutôt soigné quand même. Faites attention aux fautes. Vous pouvez aller sur Scribens pour vous faire corriger. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site internet, SCRI2BENS. Ça corrige les fautes. Vous faites copier-coller. C'est pratique pour vérifier. Après, vous faites relire à vos parents, à vos frères et sœurs, je ne sais pas, à qui vous voulez. Faites relire un maximum. C'est hyper important aussi. Parce que Scribens, il vous corrige les fautes de conjugaison et d'orthographe, mais il ne vous corrige pas les formulations de phrases. Au niveau des formulations de phrases, essayez de faire des phrases courtes et concises, parce qu'encore une fois, vous n'avez déjà pas beaucoup de mots. Et essayez d'aller à l'essentiel et de... Après, vous aurez plus, pareil, c'est ce que je vous en parlais tout à l'heure, le compte Néo-Orientation, vous avez un poste spécial pour le projet motivé. Il n'y a pas encore de poste pour les oraux, du coup, mais il y en aura, je pense, incessamment sous peu, vu que ça va arriver. Donc voilà. Mais ouais, niveau de langue, orthographe. Aussi, le lien que vous pouvez avoir avec l'orthophonie, ça peut être intéressant à mettre. Si vous avez fait un stage avec des orthophonistes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire. Ouais, faut pas le dire. Oui. Voilà, ok, c'est bon. Parce que c'est pas légal, donc normalement. Donc tu dis que tu as été en contact avec des orthos, que voilà, mais pas dire que tu as fait de stage. Voilà. Ça, c'est juste une précision. Et puis, par exemple, vos passions et vos compétences, essayez de les mettre en lien avec l'orthophoniste, ce que ça pourrait apporter, comme ça c'est intéressant. Et puis le fait que ça soit 1500 mots aussi, ça peut être hyper intéressant puisque ça va vous forcer à être concis et à synthétiser. Et c'est aussi ce qu'ils cherchent. Parce que, par exemple, pour les stages, on a des rapports de stage à faire. Nous, les rapports de stage jusqu'en 3e année, pour tout ce qui est observation, c'était 2 pages, donc c'est très peu. Donc en fait, ils veulent vraiment que ça soit concis et aller à l'essentiel. Donc c'est un bon exercice aussi, il faut aussi le voir comme ça. Et puis après, ce que vous pouvez mettre dans votre... Il n'y a pas vraiment de choses particulières à faire, mais par exemple, moi je sais que j'avais fait le projet Voltaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Au-delà du fait que ça soit intéressant à mettre dans le projet motivé, ça vous apporte aussi vous personnellement beaucoup de choses parce que après on va faire de la syntaxe en première année et puis du coup ça fait quand même des billes en plus et puis ça fait beaucoup de rappels, il y a des règles qu'on connaissait pas parce qu'on les a pas apprises forcément, il y a des règles qui sont mieux expliquées que ce que vous pouvez à peine vous souvenir de la primaire, donc voilà. Ouais. Le projet Voltaire, c'est un programme payant de remise à niveau de l'orthographe et de la grammaire, enfin du français en général, où tu vas avoir... D'abord, tu vas faire une espèce de test, pour évaluer ton niveau. Il va te proposer un programme en particulier avec le prix et tu vas faire toute une flopée d'exercices sur différentes règles, sur différentes thématiques, sur toutes les règles d'orthographe du français, de grammaire en général. Et c'est hyper complet, c'est des leçons, c'est sur internet. C'est hyper clair. Enfin, moi même encore aujourd'hui, je me rappelle des règles parce que c'était vraiment bien expliqué, que c'était assez... c'est pas ludique, mais c'est quand même bien fait. Et après, tu passes à un examen. Il y a un centre, je pense qu'ils le font toujours, il y a un centre d'examen normalement à Saint-Étienne, à la prépa Galien. Voilà, après... et du coup, après, tu auras un espèce de diplôme
avec un nombre de points en fonction de l'examen que tu as eu. Et c'est sur 700, je crois. Et après, du coup, ça peut être intéressant à le mettre dans le projet motivé. Parce que, et puis même, du coup, pour toi, tu as pu revoir toutes les règles possibles et inimaginables. Et ça aide vraiment. Parce qu'il y a plein d'aides-mémoires qui sont hyper claires. Et voilà. Donc ça peut être bien même pour vous. C'est un plus aussi. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour Parcoursup. Ouais. Donc on va passer plutôt aux oraux. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un oral par regroupement. Ça sera, je ne sais plus comment il fonctionne parce qu'encore une fois, du coup, je ne les ai pas passés. Je sais que moi, j'avais fait une prépa en parallèle de maths terminale, donc la prépa Galien. Je ne le conseille pas forcément parce qu'ils nous ont un peu préparé aux oraux. Ils nous ont un peu préparé à remplir notre projet motivé. Mais les prépas, elles ne préparent pas vraiment à l'orthophonie, elles le préparent au concours. Sauf qu'il n'y a plus vraiment de concours. Donc on en parlera tout à l'heure pour les plans B, mais ouais, la prépa, c'est vrai que c'est beaucoup moins conseillé maintenant. Donc pour se préparer, après, je pense que... je peux pas trop t'apporter de billes là-dessus, je suis un peu désolée, mais encore une fois... sur le compte de la FNEO, orientation, je vous mettrai un dossier Drive tout à l'heure, vous aurez plein de liens et tout, je vous montrerai. Ils présentent les CF et ils présentent du coup aussi les assos locales qui ont des comptes spéciales pour l'admission. Donc là, vous pouvez envoyer des DM, n'hésitez vraiment pas à DM ces comptes Insta-là, ils seront là pour ça. Il y a un live Insta avec la FNEO, je sais plus quand. J'ai pas la date, mais si vous vous abonnez au compte de la FNEO, je vous l'ai mis normalement aussi, je crois, dans le document. Il y aura les infos. Et spécial pour les gens qui veulent entrer en orthophonie, donc tu pourras poser tes questions si jamais. Voilà. Tu peux poser tes questions aux étudiantes. Il y a toujours des étudiantes qui sont ravies de te répondre si tu contactes la FNEO Orientation ou les comptes en orientation des CF. Donc voilà, témoignage hyper important, contact. Et puis, sur les comptes admission, c'est vrai que sur celui de la FNEO, j'ai regardé, il n'y a pas encore de postes pour les oraux, mais les autres CF en ont fait. Donc si tu regardes et que tu essayes d'un peu touiller, tu auras plus de billes de comment se préparer. Il y a aussi beaucoup de FAQ en story à la une. Ils en font assez régulièrement, donc même toi, si tu as une question, tu peux leur poser. Voilà, ça peut être hyper intéressant. Vraiment, c'est l'avantage de l'associatif en orthophonie, c'est qu'on a un réseau énorme et hyper soudé. Et il y a plein de personnes à contacter. Je vous ai mis aussi dans le document l'annuaire des personnes à contacter pour l'orientation en 2024. Et il y a aussi un espèce de document pour préparer à l'entrée en orthophonie. Il date de 2023, mais vous aurez quand même pas mal de choses. Pareil, tout dans le document. Le site internet de la FNEO, c'est tout. Voilà. Et puis, pour les oraux, un truc dont je me rappelle, c'est quand tu vas, par exemple, si tu vas faire un oral à Tours, tu essaies de regarder un peu comment ça se passe l'associatif à Tours, voilà, un peu comment ça se passe la ville, vu qu'ils présentent beaucoup les CF, essayer de voir un peu comment ça fonctionne, le nombre d'étudiants par exemple, voilà, il y a plein de choses à prendre, voilà, si jamais ils te posent des questions ou si toi tu veux apporter quelque chose. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'exemple de ce qu'ils demandent parce que vu que je l'ai pas passé, encore une fois, je suis bien désolée, mais je sais qu'il y a plein de témoignages, donc au moins vous saurez où aller chercher. Et je pense que c'est déjà hyper important. Voilà. Vous avez d'autres questions sur les oraux? C'est bon? Ouais. Ok. Et si on n'est pas pris, alors vraiment zéro panique. Enfin, je dis ça, mais si j'avais pas été prise, j'aurais paniqué. Hein, mais il y a encore 50% des... L'avantage, c'est que maintenant, vu que c'est sur Parcoursup, il y a beaucoup de post-bac, mais il y a encore 50% à peu près qui ne sont pas post-bac. Il y a des reconversions, il y a des personnes qui ont 40 ans qui changent complètement de métier, il y a des personnes qui ont fait des licences avant, ou juste 1 an d'études avant, ou 2 ans d'études avant. Et donc, les plans B, entre guillemets, conseillés, ceux qui vous apporteront vraiment quelque chose pour la formation, et pas seulement pour les oraux, parce que c'est ça, les prépas, elles préparent aux oraux, mais pas vraiment à la formation. Là, vous avez les licences, du coup, sciences du langage, sciences de l'éducation, psychologie, et les formations médicales et paramédicales en général, qui vous apporteront beaucoup de connaissances. Et pareil, encore une fois, il y aura les UE, donc les crédits et les points que vous pourrez faire valoir après en orthophonie.
Par exemple, j'ai une amie qui a fait donc, une licence complète, donc 3 ans de sciences du langage avant de rentrer en orthophonie. Et en première année, il y avait lieu sciences du langage. Donc, en fait, voilà. Donc, on peut faire valoir les points qu'on a déjà eus en disant écoutez, j'ai eu ces notes-là, voici le programme qu'on a suivi, est-ce que ça vous suffit pour que je fasse pas l'UE en fait. Donc ça leur a convenu et donc elle n'a pas eu de sciences du langage en première année parce que elle l'avait déjà fait. Après, du coup, elle a pu aussi tutorer toute sa promo. Parce qu'il y a aussi des systèmes de tutorat à l'intérieur pendant la formation. Les années supérieures essayent de faire des tutorats, surtout pour les premières années, parce qu'au début c'est un peu compliqué. Donc voilà, elle a pu faire des tutorats pour sa promo et essayer de les guider parce qu'elle avait déjà les billes. Donc c'était hyper intéressant. Et puis au moins elle n'a pas fait 3 ans d'études pour rien, entre guillemets. Elle a bac plus 3. Alors que si on fait une prépa, on n'a même pas bac plus 1 en fait, c'est pas une année universitaire donc ça compte pas vraiment. Et puis même dans les projets motivés, si jamais après vous vous réinscrivez sur Parcoursup pour l'orthophonie, de dire que vous avez fait quelque chose avant qui vous apporte vraiment des connaissances, c'est un plus plutôt que d'avoir fait des prépas. Ça c'est vraiment déjà, nous la première année, Parcoursup nous le disait déjà. Donc c'est que vraiment les prépas c'est moins intéressant maintenant. Donc, voilà. Et puis surtout, faites ce que vous aimez, parce que ça c'est hyper important, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous apportez aussi votre personnalité, à l'orthophonie vous apportez ce que vous êtes, et c'est vraiment hyper important. Donc vraiment faites ce que vous aimez un maximum, et ça fonctionnera, j'en suis certaine, si c'est vraiment ce que vous voulez faire, je ne me fais aucun doute là-dessus, enfin j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je pense. Donc on va pouvoir passer à l'orthophonie. Je vais vous poser des petites questions. On va essayer de faire un peu une petite discussion, savoir un peu ce que vous savez et tout par rapport à l'orthophonie. Et puis je vous apporterai un peu des petites réponses. Voilà. Donc, à votre avis, on va commencer par les domaines. Quel domaine on peut avoir après quand on est orthophoniste? On va travailler sur quel domaine? Dans quel domaine? Est-ce que vous avez des idées? Ouais. Sur le langage. Ouais. Le langage, ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées? La voix. Ouais, il y a la voix, carrément. Ouais. Par rapport à la nourriture aussi. Ouais. Ah, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais oui, il y a l'oralité alimentaire, ouais, de plus en plus. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées? Non? Donc je vous donnerai un peu plus tout à l'heure, mais c'est vrai, l'oralité, j'avais oublié, merci. Et dans quel lieu, à votre avis, on va pouvoir exercer l'orthophonie? Est-ce que ça aussi, vous avez une petite idée? Non, pas trop. Non, ok. Pas de souci, je vais vous donner les réponses, pas de souci. Les domaines, donc c'est ce que tu disais, il va y avoir le langage. Il va y avoir d'abord, pas forcément, mais il va y avoir le langage écrit. C'est tout ce qui va être de la dyslexie, par exemple. On ne dit plus dyslexie, mais je vais peut-être pas vous embêter avec ça aujourd'hui, vous aurez le temps de le voir. Mais voilà, donc il y a tout ce qui est dyslexie. Le langage oral, ça va être, par exemple, un enfant de 4 ans qui parle pas du tout, qui a du mal à mettre en place son langage, ou par exemple des troubles de l'articulation, par exemple, troubles articulatoires, voilà, ça va être sur ça. Il va aussi y avoir la cognition mathématique, donc il va y avoir par exemple tout ce qui est dyscalculie, pareil, ça se dit plus comme ça, mais on s'en fout. Voilà, donc dyscalculie, tout ce qui est aussi du raisonnement, il y a des enfants qui ont du mal vraiment à raisonner, et tout ce qui est résolution de problèmes, c'est des choses qui sont compliquées pour eux, donc on va être là aussi pour ça. Tout ce qui va être aussi neurologique, donc par exemple maladie d'Alzheimer, je ne vous l'ai pas mis, mais il y a aussi les AVC, toutes ces maladies-là, que ce soit neurodégénératif ou du coup suite à une lésion quelconque. Voilà. On va aussi travailler au niveau de la surdité. La surdité, ça peut être soit les personnes âgées qui perdent de l'audition, ça s'appelle la presbyacousie. Voilà. Soit les personnes qui sont nées sourdes et qui, dans l'enfance, vont avoir un implant cochléaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est à peu près.
C'est ce qui permet d'entendre, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais ce ne sera pas la même audition que quelqu'un qui est entendant de base. Mais on va travailler avec eux pour pouvoir mettre en place notamment la communication orale, s'ils en ont envie, parce que du coup, sans stimulation auditive, c'est compliqué de mettre en place le langage oral. Donc voilà, on va travailler avec eux sur ça. Au niveau de la voix, il va y avoir donc là je suis en stage en ce moment dans un service d'ORL, donc la voix, nous on va l'avoir pour les personnes qui ont plus, à cause d'un cancer de larynx. Voilà, donc on va essayer de remettre en place une voix avec eux. Il y a différents types de voix. Ça peut être les personnes qui font du forçage vocal. Moi je suis allée chez l'orthophoniste fin de première justement pour ça. Pareil, ça je l'avais mis dans mon projet motivé pour dire que vraiment on peut tout mettre. Parce que j'avais mis quelque chose comme j'ai fait une prise en soins en orthophonie à cause de ça. Ça m'a permis aussi de discuter avec l'orthophoniste parce qu'elle savait que je voulais faire ça, que je voulais que ça soit mon métier. Et donc elle m'avait expliqué beaucoup plus l'anatomie de toute la phonation, comment ça fonctionnait beaucoup plus précisément. Donc j'ai déjà des connaissances, vous avez vu, voilà. Donc vraiment vous pouvez tout mettre, il n'y a aucun souci. Tant que ça montre votre motivation, voilà. Et aussi la déglutition. La déglutition, ça peut être soit les personnes âgées qui ont par exemple une maladie neurodégénérative où à force ils vont perdre, la déglutition va être de plus en plus difficile. Donc on va les aider là-dedans par plein de méthodes pour éviter les fausses routes parce que ça peut être très dangereux. Ou par exemple en service de néonat, ouais c'est ça, de néonatologie. Oh mince, je sais pas le mot. J'ai dit néonat, on va rester là-dessus du coup. Par exemple qui ont du mal à téter, c'est vraiment des problèmes qu'on peut rencontrer et du coup l'alimentation va être un peu difficile. Et donc oui, au niveau de l'alimentation, il va y avoir tout ce qui est troubles de l'oralité. On va rencontrer des troubles de l'oralité, notamment beaucoup dans le trouble du spectre de l'autisme, avec particularité sensorielle tellement énorme que l'enfant peut manger qu'un certain type de texture, ou qu'un certain type de goût, ou qu'un truc une certaine forme. Voilà, donc c'est hyper large, il y a plein de choses. Est-ce que j'ai oublié des choses? Donc, au niveau aussi du public qu'on va rencontrer, ça va être vraiment ce que je vous disais de la petite enfance. On peut commencer en néonat jusqu'à la fin de vie avec les troubles, avec les maladies neurodégénératives. Voilà. On va être soit dans la rééducation. Donc, par exemple, pour les AVC, on va essayer de récupérer un maximum de compétences possibles. Avec les enfants, on va essayer d'améliorer leur quotidien le plus possible pour que ça soit beaucoup plus facile. Ou alors, on va être plus dans du maintien des compétences, par exemple, encore une fois, dans les maladies neurodégénératives. Où voilà, on sait qu'on ne pourra pas récupérer les capacités, mais on est là pour que ça soit facilité encore une fois le quotidien, pour qu'au maximum, le plus longtemps possible, ils puissent être beaucoup plus confortables. Voilà. On va aussi travailler dans le handicap, on va rencontrer des patients qui ont des troubles du comportement, on va rencontrer des patients du coup TSA, troubles du spectre de l'autisme. Voilà, je pense que je vous ai dit pas mal sur le public. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'est bon. Et au niveau des lieux, du coup, d'exercice, du coup, la majorité, c'est le libéral. Donc, en ville, là, il y a pas mal d'orthophonistes à Monistrol. Elles ont une liste d'attente, elles reçoivent des patients. Il y a des bilans, voilà, après, elles font leur rééducation. Et ensuite, il va aussi y avoir, du coup, tout ce qui est salariat. Il faut savoir que c'est possible aussi. C'est là où, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est moins payé. Parce que le libéral, ça s'appelle une clé de... Oui, c'est notre clé, c'est 2,50 €, je ne sais plus exactement. Et du coup, en fonction de ce qu'on fait dans la rééducation, ça va être plus ou moins 2,50 €. Et ça va coûter tel chiffre, bon, voilà. Et en hôpital, c'est un contrat classique de travail. Mais du coup, un contrat classique, mais moins payé du coup que ce qu'on peut avoir en libéral. C'est pour ça que le salariat est pas très attirant et il y a de moins en moins d'orthophonistes salariat. Alors pourtant on fait des choses hyper cool, vraiment c'est trop intéressant. Donc les services hospitaliers, on va voir, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les services de neurologie,
il y a aussi plus précis, c'est les UNV, donc unités neurovasculaires. Ça va être spécifiquement pour les AVC et la prise en charge des AVC. Il y en a de plus en plus pour que les AVC soient pris en charge le plus rapidement et qu'il y ait le moins de séquelles possible. Donc on va travailler là-dedans pour tout ce qui est communication. Le langage aussi des fois peut être atteint. Voilà. La neurochirurgie, parce que s'il y a par exemple une tumeur cérébrale, pareil, il y a des compétences qui peuvent pas disparaître mais être atteintes. Donc on va être là pour essayer de les maintenir un maximum. En ORL, donc c'est là où je suis en stage en ce moment. Donc c'est ce que je vous disais, il peut y avoir des cancers, donc il y a des chirurgies et on va essayer de réadapter la voix. On va aussi avoir l'alimentation parce que forcément, voilà. Et puis on va être dans les services. L'avantage c'est que c'est un autre type de patientèle parce que on va être dans les phases très précoces de la maladie ou de l'atteinte ou peu importe pour les raisons pour lesquelles le patient est là. Et c'est là où vraiment notre métier est d'autant plus important parce que il faut que le plus précoce c'est, le mieux c'est pour la récupération derrière. Donc c'est vraiment hyper intéressant de travailler en service hospitalier parce que voilà. Et puis après ils vont souvent en libéral après parce que ils restent pas en service pendant des années non plus. Donc après c'est des patients que vous pouvez retrouver en libéral pour des rééducations plus ou moins longues pour vraiment continuer la rééducation sur du long terme et que tout ce qu'on a pu récupérer en précoce ça soit maintenu le plus longtemps possible. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les services de soins et de réadaptation. Donc ça, j'ai aussi fait un stage là-bas. Il y en a un à Saint-Étienne. C'est après le service de neurovasculaire pour l'AVC par exemple. Donc il y a le service de neurovasculaire, il y a une orthophoniste qui fait un bilan en disant il y a ça qui est atteint. Et en fonction de l'autonomie du patient, soit il rentre chez lui et on essaye de lui trouver une ortho libérale pour pouvoir continuer la rééducation, soit il n'est pas assez autonome encore et par exemple il peut avoir aussi des troubles moteurs associés, donc il y a beaucoup de choses. Et donc il va dans ce centre, dans ce service-là, où il va pouvoir avoir du coup kiné, ergo, il y a aussi des psychologues et il y a aussi les orthos quand il y en a. Mais il y en a quand même pas mal. Et donc on va travailler sur la communication, le langage écrit, parce que des fois il n'y a plus l'écriture non plus, ça peut être intéressant. Au niveau de la lecture aussi, des fois c'est difficile, donc voilà, il y a plein de choses. Et c'est très intéressant. Et après encore, ils sont envoyés en libéral pour pouvoir continuer encore le plus possible. Et ensuite il va aussi y avoir les structures de soins, donc par exemple les EHPAD. Il n'y a pas beaucoup d'ortho du tout, même en EHPAD, il y en a vraiment très peu. J'essaie de faire mon mémoire là-dessus, parce qu'il y a ça aussi, le mémoire. Donc j'ai moins de cours, mais il y a le mémoire. Il y a très peu d'ortho, parce que c'est des structures qui sont difficiles au niveau de tout ce qui est soignant. Il n'y en a pas beaucoup, l'ambiance elle est un peu difficile, parce que c'est un environnement qui est compliqué. Donc voilà, il y en a pas beaucoup. Donc voilà, il y a aussi les IME. Les IME, il y en a un à Monistrol, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est pour les enfants, je ne me rappelle plus exactement l'acronyme. Institut médico-éducatif. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, Institut médico-éducatif, où les enfants par exemple qui ont des troubles du langage ou un autisme trop important pour être en parcours scolaire, disons, classique, ou même en Ulysse, ils vont aller dans ces instituts-là où ils sont une dizaine par classe avec un enseignant qui est vraiment là pour les aider et les faire avancer à leur rythme et pas un rythme imposé par le parcours classique. Et donc il va y avoir des orthophonistes aussi un peu là-bas pour, si jamais il y a des enfants qui ont des troubles du langage ou de la communication avec l'autisme par exemple. Voilà. Et puis il y a des enfants qui sont plus ou moins autonomes, donc ils sont rangés par niveau entre guillemets. Par exemple là sur Monistrol, il y avait une classe pour ceux qui étaient vraiment avec des troubles de déficience intellectuelle par exemple très prononcés et qui étaient très peu autonomes. Eux ils avaient besoin de beaucoup de stimulation et de soutien, donc il y avait plus de gens avec eux et ils étaient plus soutenus et c'était voilà. Donc c'est ça les IME. Et puis après il y en a plein d'autres
il y a les CMP, CMPP, voilà. Bref, il y en a plein. Ça, vous le verrez notamment en stage, c'est là où on va pour les structures de soins. Voilà. Et puis, il y a vraiment, c'est très large. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. J'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Et si ça vous a donné les réponses que vous attendiez, ouais. Trop bien. On peut dire que c'est complet. Hein. J'avais peur de pas assez dire de choses, mais bon, tant mieux. Je vous ai mis mon Instagram, mon mail. Si vous scannez le QR code, vous allez arriver sur le lien Drive où il y a du coup, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis Attends, moi aussi il faut que je le fasse du coup. Hop. Je vous ai mis un document Word du coup avec plein de liens donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous ai mis ce diapo aussi, comme ça vous avez le support. Vous n'hésitez pas à me contacter si jamais, moi je serais même au contraire très ravie d'avoir de vos nouvelles et savoir comment vous évoluez. Et je pourrais toujours répondre à vos questions, que ce soit sur l'orthophonie, sur les études, il n'y a vraiment aucun souci. Si vous venez à Tours aussi, n'hésitez pas, enfin à la rentrée 2024, parce que la rentrée 2025, je n'y serai plus. Croisez les doigts. Voilà, puis ça me fait très plaisir. Là, ce que j'étais venue il y a 2 ans déjà, j'avais vu plusieurs filles qui maintenant, il y en a une qui est à Lyon depuis 2 ans, il y en a une qui est en Espagne depuis 3 ans. Celle que j'avais vue quand j'étais encore en terminale, elle est maintenant orthophoniste, donc franchement ça fait trop plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis après, les liens, prenez pas peur, hein, il y en a quelques-uns, mais c'est pas obligatoire, c'est juste pour tout ce qui est oraux, Parcoursup, tout ça, au moins vous avez des infos, vous avez plein de contacts, et voilà. Merci beaucoup. Cosmic FM, Cosmique et Femme.